L'histoire que raconte Homère dans l'Odyssée au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est le premier texte écrit en grec. Et vous allez voir que cette histoire, si on la raconte bien, j'espère que je vais bien la raconter, elle comprend un message philosophique qui est absolument génial et qui nous parle encore, même si nous ne vivons plus dans cette période qui est celle du 8e siècle avant Jésus-Christ. Que raconte l'Odyssée d'Homère? Eh bien, l'Odyssée d'Homère, elle raconte quelqu'un qui va aller d'une vie très mauvaise, qui va aller de la catastrophe absolue, qui va aller de la guerre, cette fameuse guerre de Troie, il va aller du chaos, de la haine et de la guerre à l'amour, à la paix et à l'harmonie. C'est l'histoire d'un roi grec qui s'appelle Ulysse, qui est marié avec une femme ravissante et intelligente qui s'appelle Pénélope. Il a un petit garçon qui s'appelle Télémaque. Il habite une ville, une cité dont il est le roi, donc qui s'appelle Ithaque. Et ce malheureux Ulysse, qui est pour l'instant, au moment où je commence l'histoire, tout à fait heureux avec sa femme, son palais, sa ville et son petit garçon, eh bien, il va être obligé de partir faire une guerre absolument atroce. Cette guerre est épouvantable et toute son histoire, l'histoire que Homère va raconter dans l'Odyssée, commence par cette catastrophe absolue qu'est la guerre, une guerre atroce encore une fois. Ça commence par le chaos, ça commence aussi par l'exil. Il est obligé de quitter le lieu où il est heureux, il est obligé de se retrouver à Troie alors qu'il habite à Ithaque. Il est obligé donc de se retrouver dans le chaos, dans la haine, dans la guerre, dans l'exil. Et toute sa trajectoire, tout l'itinéraire d'Ulysse, c'est un itinéraire vers la vie bonne. On part de la catastrophe et il va aller vers la vie bonne et il va mettre 20 années très difficiles, pleines d'embûches, pleines de malheurs, à retrouver cette vie bonne. C'est donc une histoire philosophique qui raconte comment nos vies passent de cette catastrophe qu'est la naissance. Il n'y a qu'à voir la tête des bébés quand ils sortent du ventre de leur mère. On les voit pousser des cris épouvantables, on leur tape sur les fesses pour vérifier qu'ils sont bien vivants. Ils n'ont pas l'air du tout très contents quand ils sortent et qu'ils voient le monde. Eh bien, toutes nos vies commencent par des difficultés, par du chaos, et nous cherchons à retrouver l'harmonie, à trouver la vie bonne. Et l'histoire que raconte Homère, eh bien, c'est encore une fois l'histoire de ce passage du chaos à l'harmonie, de la guerre à la paix, de la haine à l'amour, de l'exil au chez-soi. Alors maintenant, je rentre dans cette histoire. Et vous allez voir qu'elle est vraiment, quand je dis que c'est génial, c'est vraiment génial. Quand on en fait ressortir les traits les plus saillants, les traits importants, c'est quand même assez grandiose. L'histoire d'Ulysse, elle commence par un mythe grec qu'on a perdu aujourd'hui, qui était raconté dans un poème qui s'appelait Les Chants Cypriens. On a malheureusement perdu ce poème, enfin on en a des échos, on sait à peu près ce qu'il y avait dedans. Et ce poème, qui est à l'origine de toute la guerre de Troie, à l'origine de cet itinéraire d'Ulysse, du chaos vers l'harmonie, eh bien ce poème racontait une histoire qui est l'histoire de la pomme de discorde. Je pense que vous savez tous ce que veut dire en français une pomme de discorde. Une pomme de discorde, c'est un motif de dispute. Mais dans la mythologie grecque, dans ce poème des Chants Cypriens, l'histoire de la pomme de discorde racontait quelque chose de plus précis qu'un motif de dispute. Ça racontait une histoire qui se passe à l'occasion d'un mariage. Il s'agissait de marier une divinité importante qui s'appelle Thétis, une divinité marine, avec un mortel qui s'appelait Pélée. C'était le mariage de Thétis et de Pélée. Et comme cette divinité Thétis était importante, c'est Zeus lui-même, le roi des dieux, qui avait organisé le mariage. Il avait lancé les invitations et il avait carrément organisé le mariage sur la montagne des dieux, sur l'Olympe. Et Zeus, au moment où il lance les invitations pour organiser ce mariage, il oublie, entre guillemets, en vérité il le fait exprès, d'inviter une déesse qu'on n'a jamais envie d'inviter le jour d'une cérémonie joyeuse comme est censé être le mariage. Cette déesse s'appelle Eris, c'est la déesse de la discorde. Eris, c'est la déesse du conflit, de la discorde, de la haine. Et Eris, qui n'est pas invitée, vexée, blessée profondément, s'invite elle-même à cette fête, à ces noces, bien décidée à faire son travail, c'est-à-dire à semer la discorde. Eris s'invite, entre parenthèses, vous retrouvez cette structure mythique dans de nombreux contes de fées, dans la tradition occidentale, par exemple dans La Belle au Bois dormant, où la méchante sorcière n'est pas invitée, et elle s'invite elle-même, et elle jette un sort, un mauvais sort. Et bien de la même manière, dans ce poème, ces chants cypriens, Eris, la déesse de la discorde, s'invite elle-même, bien décidée, à semer la pagaille, à semer la discorde dans la fête de Thétis et de Pélée. Entre parenthèses,
parenthèse, je le signale comme ça au passage, les Grecs entendaient dans Eris une proximité très grande avec un autre dieu, avec Eros, avec le dieu de l'amour. On ne se dispute jamais si bien qu'en famille avec les gens qu'on aime. C'est là que les disputes vont le plus vite, qu'elles sont généralement les plus violentes, les plus intenses. Eris et Eros sont évidemment les deux faces d'une même médaille, l'amour et la discorde. Je ferme la parenthèse. Et donc Eris s'invite, et que fait-elle pour semer la discorde? Eh bien, elle pose sur la table autour de laquelle les jeunes gens sont en train de faire la noce, elle pose une magnifique pomme en or, une pomme qui vient d'un jardin magique, le jardin des Hespérides, qui est gardé par un titan, un fils des premiers dieux qui s'appelle Atlas, mais je laisse ça de côté, je ne vais pas ouvrir tous les tiroirs, parce qu'il y en a tellement dans la mythologie qu'on y serait encore ce soir, mais en tout cas, Eris pose sur la table une pomme magnifique, une pomme en or, qui semble comme éclairée de l'intérieur. Elle est immédiatement, pour toutes les femmes qui sont là, comme un bijou magnifique, un objet de désir violent. Et sur la pomme, sur la surface de la pomme, on voit marquer une inscription très lisible par tout le monde. C'est marqué « Pour la plus belle ». Et toutes les femmes qui sont là s'écrient d'une seule voix « C'est donc pour moi ». Elles posent la main sur la pomme et elles commencent à se disputer. Eris est ravie. La dispute, la discorde s'installe dans les noces et trois femmes restent en lice. Trois femmes restent en compétition. Et trois femmes qui sont toutes les trois très chères au cœur de Zeus. Il y a sa femme, Héra. Héra, c'est l'impératrice, c'est la femme du chef, si je puis dire. Il y a sa fille préférée, Athéna. Athéna, c'est la déesse de l'intelligence et de la guerre. C'est d'ailleurs amusant que ce soit une femme dans la mythologie grecque qui incarne l'intelligence et la guerre, ce qui veut dire que les Grecs n'étaient pas si machos qu'on l'imagine. Et puis, il y a sa tante. Sa tante, c'est Aphrodite, la fille de l'Aphros, la fille de l'écume. Aphrodite, c'est en latin Vénus, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Il y a donc la femme de Zeus, la fille de Zeus, il y a la tante de Zeus, trois divinités superbes, sublimes toutes les trois, et qui se disputent cette pomme d'Eris, cette pomme de discorde. Et toutes les trois se tournent vers Zeus et disent au roi des dieux, tu dois décider qui de nous est la plus belle, à laquelle d'entre nous la pomme de discorde doit revenir. Et Zeus, bien qu'immortel, il n'est pas fou, il se dit que s'il doit trancher entre sa femme, sa fille et sa tante, il est mort, et par conséquent, il va dans la montagne chercher un ingénu, un petit berger innocent, il le ramène par la peau du cou, il lui dit « tu vas me rendre service, tu vas trancher entre ces trois femmes, tu vas dire laquelle des trois est la plus belle, à laquelle de ces trois divinités la pomme d'Eris, la pomme de discorde doit revenir ». Et on va s'apercevoir un petit peu plus loin, je vous le dis tout de suite, que ce petit berger, qui en vérité s'appelle Paris, ce petit berger n'est pas du tout un berger innocent, comme on peut l'imaginer au début du poème, mais Paris, ce petit berger, est en vérité un prince troyen. C'est le fils du roi de Troie, c'est le fils de Priam, c'est le frère d'Hector, un des grands guerriers de la guerre de Troie, et donc c'est un prince troyen qui est là. Gardez ça en tête et vous allez voir où je veux en venir d'ici très peu de temps avec cette histoire. Et comment, au fil de cette histoire, vous allez voir apparaître la première grande réponse à la question de la vie bonne apportée dans l'histoire de la philosophie occidentale, et même pas seulement occidentale. Eh bien, les trois femmes qui sont là, Héra, donc la femme de Zeus, Athéna, sa fille préférée, et puis Aphrodite, Vénus, sa tante, se tournent vers ce jeune homme et elles vont lui offrir, si je puis dire, ce qu'elles ont de plus beau en magasin, de plus séduisant en magasin, pour obtenir la pomme d'Eris. Héra dit à Paris, au petit berger, si tu me donnes la pomme, eh bien, je te donnerai un empire. C'est ce qu'elle a, puisque c'est l'impératrice. Athéna dit au petit berger, si tu me donnes la pomme d'Eris, eh bien moi, déesse de la guerre, je te permettrai de gagner toutes les guerres, ce qui était évidemment très important à l'époque, et même peut-être encore aujourd'hui. Et puis Aphrodite, sûre d'elle, ravissantissime, déesse de l'amour et de la beauté, elle se met en face de Paris et elle lui dit « Paris, si tu me donnes la pomme d'Eris, eh bien je te permettrai de mettre dans ton lit la femme la plus belle du monde. » Évidemment, comme vous et moi, enfin messieurs en tout cas, Paris choisit Aphrodite. Aphrodite lui donne la pomme. Qui est la femme la plus belle du monde? Tous ceux qui ont ça quelques souvenirs
l'opérette de l'opéra ou de la littérature, eh bien, la femme la plus belle du monde, à l'époque où cette histoire se passe, c'est bien sûr la belle Hélène. Et la belle Hélène est une princesse grecque, c'est une reine grecque, c'est la femme de Ménélas. Ménélas, c'est le roi de Sparte, ville grecque, la ville des guerriers. Les Spartoïs en grec, c'est ceux qui ont été semés des dents d'un dragon, qui sortent de la terre tout armés et prêts à la violence de la guerre. La ville de Sparte, c'est la ville des guerriers. Et donc, la belle Hélène, la femme la plus belle du monde, eh bien, c'est une reine grecque. N'oubliez pas que Paris, c'est un prince troyen. Eh bien, quand Paris va rencontrer la belle Hélène, lui, prince troyen, elle, reine grecque, évidemment, grâce au filtre d'amour que Aphrodite lui a donné, eh bien, Paris va enlever la belle Hélène, il va la ramener à Troie, et c'est comme ça que la guerre de Troie va éclater. La guerre de Troie, c'est une histoire de cocu. C'est parce que Ménélas est cocu et qu'on lui a enlevé sa femme, qu'un prince troyen lui a piqué sa femme, eh bien, que la guerre entre les Grecs et les Troyens se déclenche. Les rois grecs sont obligés de partir faire la guerre contre les Troyens pour récupérer la belle Hélène, pour essayer de la rendre à Ménélas. Et Ulysse est un roi grec, il est donc obligé de partir avec ses collègues, rois grecs, si je puis dire, rois des cités grecques. Et la guerre de Troie va durer 10 ans. Elle est atroce, elle est épouvantable. Vous ne pouvez pas lire l'Odyssée et l'Iliade à des petits-enfants parce que les supplices qui sont décrits, on pend les gens par les pieds, on leur arrache les couilles, enfin tout ça est absolument épouvantable et indescriptible. C'est dit comme ça dans le texte, hein, c'est pas moi qui en rajoute. Et donc on a une guerre absolument atroce. Et cette guerre, vous vous souvenez peut-être, elle se termine par un troisième chaos, si je puis dire. Le premier chaos, c'est la discorde, Éris. Le deuxième chaos, c'est le chaos de la guerre. Et le troisième chaos, quand Ulysse fait rentrer, ça je crois tout le monde connaît, le fameux cheval de Troie, cette immense statue en bois dont les flancs sont remplis de soldats grecs et qui rentrent dans la ville de Troie. Les soldats grecs sortent la nuit et massacrent les Troyens. Eh bien, c'est le troisième chaos initial dans cette affaire, troisième horreur, si je puis dire, catastrophe dans cette affaire. Eh bien, lorsque les Grecs sortent des flancs du cheval de Troie, ils massacrent les Troyens, et le massacre est tellement ignoble, on viole les filles sur le parvis du temple d'Athéna, on les égorge après, tout ça est affreux. Même Athéna, qui a soutenu les Grecs, est furieuse contre eux. Eh bien, on a là affaire au troisième chaos par lequel commence cette histoire. Vous voyez, dramatiquement, c'est merveilleusement bien fait parce que Homère prend soin de faire en sorte que le lecteur comprenne que tout l'itinéraire d'Ulysse, toutes les aventures d'Ulysse commencent par ce triple chaos, la discorde, la guerre, le massacre. Ulysse a donc mis 10 ans à faire gagner la guerre aux Grecs, et puis il va mettre encore 10 années à rentrer chez lui. Et, vous allez voir bientôt la chute de cette histoire et vous allez voir comment, au fil de cette histoire, se construit une magnifique réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Ne perdez pas le fil conducteur, ne pensez pas que je l'ai perdu, je vous raconte cette histoire, mais vous allez voir que tous les ingrédients de la réponse sont compris dedans. Et donc, Ulysse a fait 10 ans de guerre, il a gagné la guerre, les Grecs ont gagné la guerre contre les Troyens, ils sont massacrés. Et puis Ulysse va mettre encore 10 ans à rentrer chez lui à Ithaque, c'est-à-dire à retrouver l'amour, à retrouver le chez-soi, à retrouver l'harmonie, à retrouver la vie bonne. Toute cette histoire est une histoire de quête de la vie bonne. C'est une histoire purement philosophique. Pourquoi est-ce qu'il met si longtemps à retrouver la vie bonne, à retrouver Ithaque, à retrouver Pénélope et l'harmonie et la paix et l'amour? Eh bien, il met longtemps parce que son retour commence par un épisode fâcheux pour lui. Peut-être vous vous en souvenez aussi. Il a, dans des circonstances que je ne raconte pas, ce serait trop long, il a crevé l'œil d'un cyclope, qui est un personnage tout à fait peu sympathique, qui bouffe les marins d'Ulysse vivants, tout ça. C'est un type atroce, ce cyclope, il s'appelle Polyphème, mais il se trouve que, pas de chance pour Ulysse, ce cyclope est un des nombreux fils de Poséidon, le dieu de la mer. Poséidon est un dieu lui aussi très peu sympathique, c'est un dieu terrible, et puis dans l'imaginaire grec de l'époque, quand on a fait du mal à votre fils, quand on a blessé votre progéniture, eh bien la règle c'est qu'on la venge, sa progéniture. Et donc Polyphème, fils de Poséidon, Ulysse lui a crevé l'œil, eh bien Poséidon va
pourrir littéralement la vie d'Ulysse. Et qu'est-ce qu'il fait pour pourrir la vie d'Ulysse, pour venger son fils Polyphème? Eh bien, Poséidon va tout faire pour empêcher Ulysse de rentrer chez lui, à Ithaque. C'est-à-dire que Poséidon va tout faire pour empêcher Ulysse de trouver la vie bonne. Et que fait-il pour empêcher Ulysse de trouver la vie bonne? Si vous avez la curiosité de lire ou de relire l'Odyssée en rentrant chez vous, eh bien vous verrez que, et c'est très significatif, tous les obstacles que Poséidon sème sur le chemin d'Ulysse, du chaos vers l'harmonie, de la guerre vers la paix, de la vie mauvaise vers la vie bonne, je répète les mêmes mots, eh bien, tous les obstacles que Poséidon sème sur le chemin d'Ulysse vers Ithaque pour l'empêcher de rentrer chez lui, toutes ces embûches sont liées à la figure de l'oubli. Il s'agit de faire en sorte que Ulysse oublie le sens de sa vie, le sens de son voyage, le sens de son itinéraire vers la vie bonne retrouvée. Il y a le chant des sirènes qui fait perdre la mémoire. Il y a le chant de la magicienne Circé qui fait perdre la mémoire. Il y a un moment où Ulysse arrive avec ses marins sur une petite île grecque sublime. Il y a des petits fruits délicieux qui s'appellent du lotus. Et il suffit de manger un petit grain de lotus et on devient totalement amnésique. Il y a les sommeils qui s'emparent d'Ulysse au plus mauvais moment, quand il voit déjà la côte d'Ithaque, il est presque chez lui, et puis il s'endort bêtement. À chaque fois, Poséidon essaye de faire oublier à Ulysse le sens de sa vie, le sens de son voyage vers la vie bonne. Et puis parmi tous ces obstacles, il y en a un qui est charmantissime, et c'est lui qui va vous donner la chute et le sens de cette histoire, et le sens de cette réponse, cette première réponse apportée dans l'histoire de la philosophie à la question de la vie bonne. Cet obstacle s'appelle Calypso. Calypso est une nymphe, c'est-à-dire que c'est une divinité secondaire mais néanmoins sublime. Elle est absolument ravissante comme toutes les divinités, elles sont parfaites physiquement, elle est immortelle, elle est sublime, et dès qu'elle habite sur une île qui est un véritable paradis, imaginez une île grecque, Patmos ou une autre, avec des moutons gras, des langoustes, il y a toutes sortes de petites nymphètes ravissantes autour d'elle, il y a des rivières d'eau fraîche, il y a tout ce qu'on peut imaginer d'absolument divin, une mer bleue et des couchers de soleil ravissants. Et donc cette île est un véritable paradis. Homère prend soin de décrire l'île de Calypso comme un véritable paradis. Et dès que Calypso voit Ulysse poser le pied sur son île pour faire eau et reprendre des vivres pour ses marins et pour son bateau, eh bien dès que Calypso voit Ulysse, elle tombe raide, folle, amoureuse de lui. Et elle décide de le garder sur son île, de le cacher sur son île, de le retenir prisonnier. Calypso, en grec, tous ces noms ont un sens. Télémaque, c'est celui qui combat de loin, par exemple, avec un arc et des flèches. Ça veut dire Calypso, ça vient du verbe kaluptein, en grec, qui veut dire cacher. Elle va cacher et garder Ulysse sur son île. Elle va le garder pendant 7 ans. Elle est raide folle amoureuse de lui, elle le trouve sublime. Alors, il y a des raisons que je ne peux pas développer pour lesquelles Ulysse est un homme séduisant, mais peu importe, et elle le garde. Et elle le cache sur son île. Et Homère prend soin de dire, il y a cette phrase, « Calypso faisait tout pour faire en sorte que Ulysse oublie Ithaque et Pénélope », c'est-à-dire le sens de sa vie, sa quête de la vie bonne. Et donc, disons les choses clairement, Calypso est un canon atomique, elle pense qu'à faire l'amour, elle met Ulysse tous les soirs et même toute la journée dans son lit, elle est sublimissime. Encore une fois, il y a des petites nymphes qui s'occupent de rendre la vie absolument merveilleuse aux deux amants. Et chaque soir, Ulysse va s'asseoir sur un rocher, il regarde la direction d'Ithaque, il n'a pas oublié Ithaque, il n'a pas oublié le sens de sa vie. Il n'a pas oublié Pénélope, et chaque soir il s'assied sur un rocher, il regarde la direction d'Ithaque et il pleure toutes les larmes de son corps pendant 7 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, Athéna en ait marre, elle l'entend pleurnicher toute la journée, et elle dit à son père, Zeus, la punition d'Ulysse a suffisamment duré, il faut le laisser rentrer chez lui. Et Zeus, comme toujours, obéit à sa fille préférée, comme tous les pères, il obéit à sa fille, et il envoie son messager, Hermès, Mercure en latin, le dieu des journalistes, le dieu des messagers, eh bien il envoie Hermès avec ses petites ailes aux pieds, fendre l'air et la mer, et aller dire à Calypso qu'elle doit laisser Ulysse rentrer chez lui. Et là, vous allez voir la chute de l'histoire. Calypso est désespérée, elle est désespérée parce qu'elle est folle amoureuse d'Ulysse.
elle ne veut pas le laisser partir, et elle est en plus folle de rage contre son supérieur, si je puis dire, contre Zeus, qui lui donne des ordres. Donc elle peste, elle rage, elle pleure, et elle invente un stratagème pour essayer de garder Ulysse, Kaluptein, de continuer à le cacher sur son île. Et elle fait une proposition malhonnête à Ulysse. Elle fait une proposition, peut-être pas malhonnête, mais religieuse, une proposition chrétienne avant la lettre. Elle dit à Ulysse, si tu restes avec moi, malgré l'ordre de Zeus, si tu restes quand même avec moi, eh bien je te donnerai ce que aucun mortel n'a jamais eu. Je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et c'est d'ailleurs assez comique dans le texte d'Homère parce qu'elle ajoute la jeunesse à l'immortalité. Non seulement elle le rend immortel, comme dans toutes les grandes religions, elle lui promet l'immortalité. C'est pour ça que je dis que c'est une promesse chrétienne avant la lettre. Mais en plus, elle lui promet la jeunesse, la beauté, la force éternelle. Pourquoi ajoute-t-elle la jeunesse à l'immortalité? Alors là, c'est assez drôle, la mythologie grecque est toujours assez comique. C'est parce qu'elle pense à un précédent fâcheux dans la mythologie grecque, qui est ce qui était arrivé, si je puis dire, à une de ses collègues, une autre divinité qui est Aurore, la fameuse Aurore aux doigts de rose, la divinité du matin, aux doigts de rose, parce que vous voyez à peu près à quoi ressemble un lever de soleil sur les îles grecques. Et donc Aurore était comme Calypso, elle aussi tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelait Titon. Aurore avait elle aussi demandé à Zeus l'immortalité pour son homme. Elle était amoureuse, elle voulait le garder. Et elle avait, hélas pour elle et pour lui d'ailleurs, oublié la jeunesse, ce qui fait qu'au bout d'un temps qui nous paraît assez long, mais pour les dieux est un clin d'œil, le mec se ratatine dans un coin du palais, devient une espèce de vieille chose totalement impropre à la consommation, et elle est obligée, comme elle ne peut pas le tuer, puisqu'elle l'a rendu immortel, mais c'est une vieille chose, eh bien, elle est obligée de le transformer en cigale pour se débarrasser. C'est comme ça que dans la mythologie grecque, les cigales apparaissent, c'est-à-dire un insecte, évidemment, dans une île grecque extrêmement commun. Et donc, elle s'en débarrasse comme ça. Alors, la petite Calypso, elle dit à Ulysse, « Je ne commettrai pas l'erreur d'Aurore, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse. » Et là commence l'histoire de la philosophie. Et vous allez voir pourquoi. L'histoire de la philosophie, elle commence avec le refus d'Ulysse. Ulysse dit non à Calypso. Et ce non opposé à l'offre de Calypso, c'est la naissance de la philosophie, et c'est en même temps la première réponse à la question de la vie bonne. Imaginez-vous quand même, surtout vous, messieurs, imaginez-vous une île grecque sublimissime, une nymphe ravissante qui passe son temps à faire l'amour avec vous, le paradis sur terre, on vous propose l'immortalité et la jeunesse éternelle, est-ce que vous refusez? Il y a quand même une hésitation. En tout cas, personnellement, arrivant en fin de parcours, j'aurais une légère hésitation avant de dire non. Eh bien, Ulysse dit non. Il dit non, je ne veux pas de l'immortalité. Et pourquoi dit-il non? Parce qu'il pense qu'une vie de mortel réussie, une vie d'être humain qui accepte la mort, peut être malgré tout une vie bonne. Une vie de mortel réussie est à ses yeux préférable à une vie d'immortel raté. Le but de la vie humaine n'est pas de gagner l'éternité, de gagner l'immortalité, mais c'est de gagner la vie bonne ici et maintenant. Et maintenant, réfléchissez à l'histoire que je viens de vous raconter. Et si vous y réfléchissez, par abstraction, vous verrez apparaître les 3 critères de la vie bonne, et qui vont traverser toute la philosophie grecque jusqu'aux stoïciens. Il y a 3 définitions de la vie bonne, plus exactement 3 critères qui définissent la vie bonne, et qui sont très concrets. Je vous les indique très rapidement, mais on pourrait y consacrer sans difficulté un cours d'une année. Premier critère de la vie bonne, le sage est celui qui a vaincu les peurs, et notamment la peur suprême qui est la peur de la mort. Il y a 3 peurs qui cernent nos vies, qui coincent nos existences. C'est la timidité. Quand on doit parler en public et qu'on n'est pas habitué, ça se traduit dans le corps, on rougit, on pâlit, on a la gorge sèche, on a le cœur qui bat. Ça peut être une véritable maladie. Il y a une deuxième catégorie de peur, c'est ce que les psychanalystes appellent les phobies. On a peur des petites souris, des petits crapauds, des insectes, des petites algues au fond de l'eau, de l'ascenseur qui tombe en panne, que sais-je encore, chacun les siennes. Mais il y en a statistiquement 90% d'entre vous qui ont des phobies. La première, c'est la peur du noir, tout simplement, chez les petits, et ça dure quelquefois toute la vie. Et puis, il y a la grande peur, qui est la peur de la mort, qui d'ailleurs n'est pas forcément la peur de sa mort, ça peut être aussi la peur de la mort des gens qu'on aime. Ce n'est pas forcément égocentrique, mais ça l'est quand même souvent. Et pourquoi la peur est-elle le contraire de la sagesse pour les Grecs
et notamment pour Homère? Eh bien, parce que si vous y réfléchissez, et ça mérite en effet réflexion, la peur, notamment l'angoisse quand elle nous poisse, quand vous avez peur d'une petite souris, d'un petit crapaud, des petites algues au fond de l'eau, eh bien, quand la peur vous poisse, je n'ai pas de meilleur mot que cela, quand elle vous coince, parce que ça nous rétrécit, la peur, eh bien, elle vous rend inévitablement bête et méchant, c'est-à-dire le contraire de la sagesse. Quand on a peur, quand on est angoissé, on ne pense plus qu'à soi, à sauver sa peau. Et puis on devient très bête parce qu'on a peur d'un petit crapaud, d'une petite souris. Il faut être honnête, la souris tue assez peu chaque année. Et si vous avez la phobie des souris, eh bien ça vous fait peur comme si c'était un requin blanc. Bon. Et donc ça rend bête et égocentrique la peur. Petite parenthèse, nous vivons dans une société de la peur. Aujourd'hui, nous avons peur de tout. Nous avons peur du réchauffement climatique, de l'effet de serre, du trou dans la couche d'ozone, des micro-ondes, de la Turquie, de la mondialisation, de Claude Allègre et de mille choses encore. On est tétanisé d'angoisse, on est dans une société de la peur. Eh bien, pour les Grecs, la peur est mauvaise conseillère. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux proverbe. La peur, c'est le contraire de la sagesse, puisque la sagesse, pour les Grecs, c'est penser librement, et deux, être capable d'aimer, de s'ouvrir aux autres. Et c'est précisément ce que la peur qui nous coince nous empêche de vivre. On devient bête et égocentrique. Ça, c'est le premier critère. Le sage est celui qui a vaincu les peurs. Il n'y a pas de vie bonne sans victoire sur les peurs. Très profond comme idée, je ne peux pas la développer là, mais peut-être gardez-la à l'esprit. La deuxième idée, le deuxième critère de la vie bonne, eh bien, les Grecs pensaient, et c'est tout le sens de l'histoire d'Ulysse, et vous allez voir pourquoi, c'est très clair, très profond, très précis en même temps, eh bien, les Grecs pensaient que deux mots, M-A-U-X, deux fléaux, si vous voulez, deux fardeaux, nous empêchent d'accéder à la vie bonne, c'est le passé et le futur. Constamment, le passé nous tire en arrière, le futur en avant, et il nous empêche de vivre. Comme dit Sénèque dans les Lettres à Lucilius, ils nous font manquer de vivre. C'est un thème que les stoïciens, Sénèque en particulier, reprendront constamment. Le passé et le futur nous font manquer de vivre, ça veut dire nous empêchent d'habiter la seule dimension du temps qui soit réelle, à savoir le présent. Le fameux carpe diem d'Horace signifie cela, c'est-à-dire saisis le présent, vis la vie au présent. Pourquoi le passé et le futur nous empêchent-ils de vivre au présent, d'habiter le présent, de pratiquer ce que Nietzsche appellera l'amor fati, l'amour de ce qui est là? Eh bien, c'est que le passé nous tire en arrière, soit qu'il ait été heureux, on est dans la nostalgie du bon vieux temps, soit qu'il ait été malheureux, et dans ce cas-là, on se réveille la nuit avec la puissance de ce que Spinoza appellera les passions tristes, c'est-à-dire les hontes, les regrets, les remords, les culpabilités qui font qu'à 3 heures du matin, on se réveille et on dit « Mais mon Dieu, pourquoi ai-je dit une connerie pareille? Pourquoi ai-je fait telle chose épouvantable ?» Et on essaye de reconstruire avec des rêves éveillés la mauvaise chose qui nous est arrivée. Le passé nous tire en arrière et alors on se précipite dans le futur et on s'imagine que ça ira mieux après, quand on aura changé de ce que vous voulez, de voiture, de coiffure, de chaussures, de maison, d'amis, de mari, de femme. Remarquez que de temps en temps, ça peut quand même rendre service. Mais enfin, l'idée est que... je ne vais pas vous raconter ma vie, mais l'idée qu'avaient les Grecs, c'est que le passé et le futur, encore une fois, nous tirent en avant ou en arrière et nous empêchent de vivre. Réfléchissez à ça, parce que c'est quand même très profond. Encore une fois, la seule dimension réelle du temps. Le passé et le futur sont des néants. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore, ce sont des ne pas ou des ne plus, des néants, des figures du néant. Seul le présent est, et nous n'y sommes jamais. Constamment dans le projet, constamment dans les souvenirs, et rarement dans le présent. Formule stoïcienne que mon ami André Comte-Sponville a remise au goût du jour à juste titre, formule stoïcienne tout à fait héritée d'Homère. Gardez-la peut-être présente à l'esprit parce qu'elle vous résumera tout ce que je viens de vous dire finalement. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Moins vivre dans le passé, moins vivre dans le futur, habiter le présent, amor fati. À aimer ce qui est là. Eh bien, cette formule résume bien cette histoire d'Ulysse. Je vous l'indique de 3 phrases. Lorsqu'Ulysse est pendant les 20 années que je viens d'évoquer, 10 ans de guerre de Troie atroce et 10 ans de voyage plein d'embûches. Eh bien, si vous y réfléchissez, vous verrez que Ulysse est constamment dans la nostalgie d'Ithaque,
ou dans l'espérance d'Ithaque, jamais dans l'amour d'Ithaque. Il n'est jamais là. Il est toujours dans la nostalgie ou dans l'espérance, mais jamais dans l'amour, jamais dans la jouissance au sens propre du terme. Il n'est jamais dans le carpe diem, jamais il saisit le présent. Le présent est atroce. Il ne l'habite jamais. Troisième critère de la vie bonne, les Grecs pensaient que l'ordre du monde est éternel, et ils pensaient que le cosmos, comme ils l'appelaient, est éternel, et ils pensaient par conséquent que quand on avait trouvé, mais je ne développerai pas ça, ce serait trop long, je vous l'indique simplement, quand on avait trouvé sa place dans l'ordre du monde, que chacun d'entre nous, ainsi pensait-il, a un lieu naturel, comme dit Aristote, c'est-à-dire une place assignée dans l'ordre du monde, exactement comme un organe, le cœur, la rate, le foie, a sa place dans un organisme. Un cosmos, c'est l'idée d'ordre organisé. Et pour les Grecs, l'ordre du monde était, le cosmos, l'ordre cosmique était juste, harmonieux, beau et bon, et chacun d'entre nous avait sa place dedans. La place d'Ulysse, c'est à Ithaque. Eh bien, quand on s'ajuste à l'ordre du monde, lorsqu'on a enfin trouvé sa place dans le monde, alors on comprend, et c'est le troisième élément de la vie bonne, qu'on est soi-même, en quelque sorte, un fragment d'éternité. Étant un fragment du cosmos, on est fragment d'un ordre éternel, d'un ensemble éternel, de telle sorte que la mort n'est plus rien pour nous, elle n'est plus qu'un passage, elle n'est pas un anéantissement. Vaincre les peurs, habiter le présent, avoir conscience que la mort, ça n'est pas si grave que ça n'est qu'un passage et qu'on est des petits fragments de cosmos, des petits fragments d'éternité. Voilà la première grande réponse apportée à la question de la vie bonne dans l'histoire de la pensée. Et si j'avais voulu élargir l'horizon et pas simplement parler de la pensée occidentale, eh bien, je vous aurais montré comment on trouvait la même idée déjà 10 siècles avant Homère dans l'épopée de Gilgamesh, qui est un texte absolument sublime que je vous conseille vivement de lire. Donc on trouve aussi la même idée dans la tradition bouddhiste. Mais voilà, je n'ai qu'un petit moment avec vous et donc je me concentre sur cette première réponse de la tradition occidentale. Mais sachez que ça existe aussi ailleurs, voilà, et qu'on pourrait aussi aller voir ailleurs dans d'autres traditions que la tradition occidentale.